Claude Andro-Schmidt, qui est l'un des piliers du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, qui a travaillé d'abord pour sa thèse, puis pour son habilitation sur le Limousin, l'architecture romane, ensuite l'architecture gothique. Actuellement, elle est l'un des moteurs aussi de grands projets de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. Et elle a un autre projet pour les années à venir sur le Berry gothique. En dehors de cela, elle a toujours animé les sessions où maintenant ça s'appelle Semaine d'études médiévales, en écoutant toutes les conférences, en accueillant aussi tous les conférenciers et en animant toutes les visites et excursions. Maintenant, je lui donne la parole. Merci de votre attention. Merci Edina. Cette communication est issue de mon souhait de renforcer la place de l'histoire de l'architecture dans le questionnement de ce colloque qui n'a visiblement pas forcément touché les archéologues ou les spécialistes du bâti. Mais les difficultés d'enchaînement des idées me sont apparues vraiment très vite. C'est qu'une architecture, par définition, est nécessairement issue de techniques maîtrisées et de techniques nouvelles, de formes reconnues et d'un agencement inconnu. Plus encore, il n'existe pas d'expression artistique pour laquelle l'innovation soit autant issue de la contrainte. Les meilleures inventions architecturales résultent toujours de gageures imposées par le terrain, l'emprise du bâtiment ancien, le matériau, etc., la mémoire ou l'usage du bâtiment précédent quand il y en a un, bref, en partie le passé nécessairement. Donc, en aucun cas, on ne peut rencontrer de formules complètement nouvelles, matérialisant une idée, et encore moins une idée de modernité. Pour paraphraser et contredire Erwin Panofsky, l'architecture n'est pas au Moyen-Âge une projection dans la matière d'une image intérieure. J'ouvre une parenthèse. Paul Binsky a bien montré hier, et dans un article intitulé « Working by Words Only », que Panofsky avait vu juste en estimant l'écho, le reflet dans l'architecture ou l'art d'une attitude, d'une démarche intellectuelle. Mais à mon sens, en prenant à témoin plus d'un siècle, sans nuance, et surtout en s'appuyant sur le dossier de Saint-Denis, il s'est exposé à un révisionnisme dans lequel je vais m'engouffrer. Dans les difficultés du sujet s'ajoutent les particularités de la notion de projet architectural, notion qui, à mon avis, n'est pas anachronique. Un collègue issu du monde de l'architecture a fait récemment remarquer que la modernité n'a pratiquement jamais été revendiquée, à part au XXe siècle, avant que ne soit promue, dans les années 1990, une vision plus culturaliste et historique du projet technique, et que, dès qu'elle apparaît, au XVIe siècle explicitement, la notion de projet architectural est en toute connaissance de cause associée au passé, réel, l'Antiquité, ou même mythique. Et pourtant, si on se place au milieu du XIIe siècle, période supposée de l'invention du gothique, que ne lit-on ? Selon un par ailleurs excellent chercheur des années 60, la seule façon valable d'envisager la genèse du gothique est de voir là un mouvement, un nouveau mouvement d'art, qui, de même que n'importe quel mouvement moderne, avait d'abord à être mis en marche par la perception soudaine qu'il y avait quelque chose de neuf et d'exaltant à faire, que l'horizon pouvait ouvrir sur un avenir nouveau. Encore aujourd'hui, il y a à peine une année, tout en parlant de révolution, on s'est permis avec une certaine grandiloquence d'écrire que le chevet de Saint-Denis a fait prendre conscience aux contemporains que le monde n'était plus le même. Et d'autres mentions que j'ai notées ici à propos des deux œuvres dont je vais parler. Il faut dire, et c'est un autre réel écueil, que nombre de textes du Moyen-Âge, sans rapport avec la construction, sont remplis de métaphores architecturales, depuis le temple de Salomon jusqu'à l'agencement des pierres, ce qui a autorisé les commentateurs à se lancer dans des voies interprétatives, même quand il ne s'agit visiblement que de l'écho d'une culture très partagée, voire de poncif. Au risque de marcher sur les plates-bandes de mes collègues, je passerai beaucoup de temps à résumer deux dossiers célébrissimes, celui de Saint-Denis et celui de Canterbury. Parce que la possibilité de mettre en parallèle une construction et un texte témoignant du regard d'un acteur de cette construction ne s'offre guère que dans ces deux cas. Aussi parce que cette communication s'adresse à des médiévistes moins au fait des débats d'historiens d'art. Enfin, parce qu'il m'est apparu nécessaire de resserrer le propos que j'ai senti à tout moment m'échapper.
J'aurais dû, avant de commencer, pouvoir méditer les avertissements de Robert Halleux, mais alors j'aurais probablement déclaré forfait. Ainsi, je ne parlerai pas de la nécessité qu'ont ressentie tous les auteurs et chroniqueurs ayant vécu une grande ambition artistique, ecclésiastique, de justifier par des biais divers, et notamment la restauration du passé, l'orgueil qu'implique ce que Pierre le Chantre a appelé la libido aedificandi. C'est un habillage bien connu. Je ne m'aventurerai pas non plus dans la notion de renaissance du XIIe siècle, qui limiterait la mutation à un ressourcement à la seule Antiquité, non plus que dans la question des spolia, on en a déjà parlé, qui va avec. Et je n'aborderai qu'en passant la question de la réception de l'Antique par leur emploi, récemment traitée autour de Pierre Toubert dans un ouvrage dont Robert Halleux a également parlé. Enfin, malgré ce que requerrait une bonne rhétorique, il serait spécieux que je m'attarde sur ce terme de modernité qui est utilisé dans mon titre par commodité. Je ne peux passer sous silence toutefois que l'usage du mot modernus, qui n'est pas un mot latin, existe alors, et sous la plume même de l'abbé de Saint-Denis, sujet vers 1150, à l'extrême fin de ses commentaires sur ces chantiers. C'est la seule occurrence dans ce contexte. Seulement, à cette époque, le mot a le sens très plat de « aujourd'hui ». Aujourd'hui opposé tant au passé qu'au futur, ce pourquoi tous les éditeurs, sauf un, Erwin Panofsky ou son traducteur, ne traduisent pas par moderne, mais par nouveau. Et traduire innovatio par modernité, par contraste avec rénovatio traduit par historicisme, est une position également contestable. Quant au terme relire, Suger, Gervaise, etc., il doit être pris à son niveau le plus modeste. Mais après tout ce que je ne ferai pas, qu'est-ce que je ferai ? Cette réflexion sera charpentée par des interrogations emboîtées autour de l'innovation architecturale et de sa conscience. En essayant de limiter la part de provocation, mais en brossant une mise en garde épistémologique ferme, j'essaierai de mesurer la part de la construction historiographique dans l'exaltation d'une modernité particulière, celle qui correspond à la naissance de l'art gothique. Et pour aller plus loin, je proposerai des exemples de modernité non reconnue, ou plutôt d'innovation non inscrite dans la durée. Le dossier sujet Saint-Denis me semblait initialement ne pouvoir reposer que sur la compilation, car d'autres en ont parlé bien mieux que moi. Je citerai Andreas Speer, Lindy Grant, Konrad Rudolph et Bruno Klein, de préférence à quelques autres. Rien pourtant ne peut toutefois mieux illustrer le propos. Rappelons brièvement les faits. L'abbé Suger de Saint-Denis dédicace en juin 1140 une entrée monumentale à 2 tours, célèbre moins pour ses voûtes d'ogives que pour son programme sculpté. Un mois plus tard, le 14 juillet 1140, il met en scène une grande cérémonie de première pierre pour un chevet qui est consacré en juin 1144. Dès le départ, il y a 2 volets dans cette action, la construction elle-même et la médiatisation de la construction par l'écriture des textes connus sous le nom de Ordinatio, De Consecratione, De Administratione, tous les 3 rattachés à l'une de ces 3 cérémonies. La construction révèle des innovations incontestables. Ainsi, si on a repris le plan du déambulatoire à chapelle rayonnante, celui-ci est ouvert en quelque sorte, car ces piles-là sont détachées de la paroi de façon à créer l'impression d'un double déambulatoire. Système ingénieux, avec une certaine dématérialisation du mur, et cela ne peut être enlevé au concepteur, le premier programme ample de vitraux. Ce plan ingénieux n'est permis que parce qu'on a utilisé la technique de la voûte d'ogive, qui existait ailleurs, mais qui ici est mise au service d'une plus grande articulation. Certes, la nouvelle souplesse d'application des savoir-faire techniques, au premier rang desquels la voûte d'ogive, ne peut être mise en doute. Mais le monde a-t-il pour autant changé ? Car enfin, comment se fait-il que les Normands, Anglais et plus généralement les très nombreux pro-angevins qui étaient présents lors de la consécration ne soient pas rentrés dans leur diocèse en clamant qu'ils voulaient qu'on construise la même chose chez eux? J'ai eu l'occasion de dresser avec les étudiants un tableau de ce que les prélats assistant à la consécration de Saint-Germain-des-Prés en 1163 avaient eux-mêmes fait construire chez eux en revenant. Cela laisse rêveur sur une éventuelle diffusion des formes architecturales par conversion ou illumination soudaine.
Quant au texte, ils ont servi de support à un autre ennoblissement, celui des commentaires d'Erwin Panofsky, on en a déjà parlé, et d'Otto von Simpson. En bref, l'architecture du chevet de Saint-Denis reflèterait une théologie de la lumière que Suger aurait emprunté aux idées néoplatoniciennes du pseudo-Denis l'Aréopagite, confondu opportunément avec le saint martyr célébré en les lieux. Je cite von Simpson, « Les perfections techniques qui distinguent le roman du premier gothique semblent avoir obéi à, plutôt que précédé, les demandes de symboles par Suger pour l'architecture, et c'est son désir d'aligner le système de la construction religieuse sur une vision transcendantale qui finalement réussit la transformation du roman en gothique. Le succès du gothique, style nouveau en France, est dû à sa puissance symbolique. » Je ferme les guillemets. C'est sur cette base, ensuite, que toute l'architecture religieuse dite gothique, et pas seulement Saint-Denis, devient une sorte de scolastique. Ces deux éléments ont subi récemment une attaque de révisionnisme de bonne aloi. En ce qui concerne la construction, les historiens de l'architecture, au premier rang desquels Jacques Henriet et Philippe Lanieux, que nous avons entendus la semaine dernière, ont démontré que la modernité de Saint-Denis n'était pas isolée et que les chantiers contemporains de Sens, Saint-Germain-des-Prés, quelques autres, dont maintenant Saint-Pierre de Montmartre, reculés dans le temps grâce à des monographies solides, l'exprimaient tout autant, et même plus, dans la mesure où les formes élaborées alors sont devenues des modèles, comme Sens ou Saint-Germain-des-Prés, mais c'est un peu la même chose, pourvu d'une longue suite de déclinaisons. On pourrait aussi bien ajouter la nef de la cathédrale du Mans, que vous avez là, qui propose, avec une reprise en sous-œuvre d'une très haute technicité et des voûtes bombées, une version plus perfectionnée de la modernité normande, en quelque sorte. J'insisterai pour ma part sur le fait qu'on a trop longtemps isolé ce rez-de-chaussée de Saint-Denis, vraiment inventif, des autres niveaux de l'architecture. Or, en bas, la crypte, qui permet de meilleurs accès aux reliques, qui a englobé les caveaux et cryptes antérieures, est voûtée d'arêtes avec un certain conservatisme. Au-dessus, les étages de 1144 n'existent plus. Je suis désolée, mais on ne peut absolument rien dire là-dessus. Ils ont été remplacés à partir de 1231, le remplacement s'étendant, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, à ces piles-là, qui datent du XIIIe siècle, et qui ont donc été remplacées en sous-œuvre. Des colonnes ont été remplacées par des colonnes maçonnées, ce qui est assez caractéristique. Ce qui semble la preuve de la fragilité, sans doute, de cet espace moins de 100 ans après sa construction. Lindy Grant a relevé l'échelle quasi intime et toute monastique du chevet de Saint-Denis, évoquant plutôt une dernière grande église romane à pèlerinage qu'une première abbatiale gothique. En ce qui concerne la responsabilité de l'abbé, son désir de faire coïncider une pensée théologique et une édification architecturale, les commentaires récents ne sont pas moins judicieux. Il a été assez facile de démontrer que Suger n'avait pas l'ambition intellectuelle ou didactique attribuée, que le niveau de ses écrits n'atteignait pas celui des œuvres d'art commandées, qui est largement supérieur, qu'Erwin Panofsky est responsable d'une réception sélective des textes en ne les publiant ni dans l'ordre ni intégralement, que cet abbé, régent de France, n'est pas original et qu'il n'en a jamais eu l'intention, que son programme n'est pas plus consciemment anti-roman qu'anti-cistercien. Relevons, comme d'autres, le caractère ironique de la recherche de la nouveauté qui lui est attribuée, étant donné son conservatisme et son goût pour l'Antiquité, d'ailleurs éclectique et changeant, et que nous appellerions souvent du mauvais goût. Les vers souvent traduits épigraphiquement dans la matière, que l'on trouve sous sa plume, attribués à la pensée de filiation néoplatonicienne, viennent d'un fond de culture commune, de sorte de livres d'école, appuyés notamment sur Prosper d'Aquitaine et inspirés de Venance Fortuna, Paulin de Noailles, Ambroise de Milan, ce qui explique qu'on trouve les mêmes expressions chez un moine irlandais ayant vécu à Saint-Denis 300 ans auparavant, qui en même temps établit la chaîne. Andreas Peer relève en outre le caractère hegelien des habitudes mentales des historiens de l'art, ou l'importance du reflet des préoccupations humanistes de Panofsky au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il souligne dans les mobiles de Suger le poids de la rénovation des traditions cultuelles, autant que de la vie monastique ou de celle des cultes commémoratifs,
Pour lui, écrit-il, le contexte liturgique semble plus évident que les idées abstraites, philosophiques ou théologiques. La métaphysique de la lumière, ou illumination de l'obscurité liée à la splendeur de la construction, n'a pas besoin de référence autre que le rituel de consécration. Une parenthèse est nécessaire ici. Nombre d'auteurs ont remplacé les interprétations de Panofsky sur la volonté de sujet par l'influence des idées victorines. Hugues de Saint-Victor et ses compagnons sont à la mode, ceci dit sans ironie, beaucoup de conférenciers les ont évoqués ici, y compris hier à propos de la musique. C'est à cette source que Suger aurait puisé précisément l'aide, la vie théologique et l'expertise intellectuelle dont il avait besoin. Ce vecteur est possible, mais le débat s'en trouve dérivé, se portant désormais davantage vers l'image ou les inscriptions que vers l'architecture, qui ne reste en jeu dans cette histoire que par la spécificité de la couronne continue de vitraux. Et il est vrai que la sophistication de la pensée intellectuelle peut se refléter dans les portails. Quoi qu'il en soit, l'architecture créée ne peut plus apparaître désormais comme le résultat d'un dessin théologique propre à Suger. J'irai plus loin encore, non sans provocation. Imaginons que le chevet de Saint-Denis ne soit pas surmonté par une magnifique composition en gothique rayonnant, qui ne soit pas situé à Paris, c'est-à-dire dans un lieu vide de toute architecture monumentale antérieure, mais surtout près de la capitale. La lecture iconologique et théologique du chantier de Saint-Denis me semble une conséquence du présupposé de rupture et non l'inverse. Terminons par plus concret. Ce qui relève à Saint-Denis de la récupération du passé est assuré. On sait que Suger fit remonter bien des vases précieux de provenances diverses, ici le célèbre vase dit d'Aliénor d'Aquitaine, en faisant remonter des gemmes, ces gemmes évoquées aussi par Robert Halleux, qu'il récupéra dans des coffres où elles moisissaient, les plaques d'ivoire d'un ancien ambon qui, dit-il, par la représentation des scènes antiques dépassait le jugement humain. Acquisition, récupération, augmentation. Ces distinctions, abondamment répétées, qui concernent surtout les biens de l'abbaye et le trésor, s'appliquent à l'architecture. Récupération, par la pose de fresques, c'est la première chose qu'il fait, sur les murs aux lézardes bouchées de la vieille nef. Acquisition du terrain à l'ouest et augmentation furent les premiers gestes de Suger. À cet égard, ces discours sont contradictoires, ou plutôt adaptés à une conjoncture évolutive. D'une part, nombre de ces phrases insistent non sur la nouveauté, mais plutôt sur la conservation de l'ancien. Dès le début, il fait état de la nécessité de faire honneur aux pierres sacrées elles-mêmes, comme à autant de reliques. Pierre des murs, considérée comme liée à Dagobert, et qu'une légende estimée consacrée par une apparition du Christ. Bien plus loin, il exprime son souhait de tout reconstruire, mais en conservant cependant la plus grande partie possible des murs antiques. Pour l'une comme pour l'autre de ces deux positions, qui ne semblent contradictoires qu'à nous, Suger a avancé le même argument en insistant sur la convenientia et coherentia entre l'ancien et le nouveau. C'est d'ailleurs à ce propos qu'il applique le mot modernus. Se disant soucieux en premier lieu de l'harmonie et de la cohérence entre l'ouvrage ancien et le nouveau. Bruno Klein a de façon définitive fait un sort à ce principe d'homogénéité architecturale, que nous avons du mal à ne pas traiter de façon anachronique. Je pourrais donner 1000 exemples de notre étonnement, de juxtaposition heurtant notre bon goût, à commencer par notre église Sainte-Radegonde. Et Andreas Speer a mieux encore résolu ce paradoxe en proposant que par l'écrit, Suger visait à donner l'impression d'un espace liturgique unique ou unifié qui était loin d'être évident à ne lire que l'architecture. On pourrait ici aussi parler de coadunatio. Décidément, c'est un mot qui fait fortune à ce colloque. De fait, de nombreux éléments dans le Saint-Denis du milieu du XIIe siècle font pencher la balance vers des choix passéistes qui tous visent à restaurer la splendeur supposée de l'abbaye ancienne. Par exemple, l'abbé a fait mettre des tituli partout, ici par exemple, dans les chapelles rayonnantes, y compris à la retombée des nervures, pourtant censées, selon les auteurs de notre temps, selon les historiens de l'art, participer à une écriture architecturale nouvelle. Donc il n'y a plus continuité, les tituli interrompent la continuité entre la nervure et le chapiteau.
cela en renouant avec une tradition carolingienne. Pour le raccord, et c'est bien connu, c'est-à-dire ici, ce que j'ai encadré, la soudure entre la vieille nef et le massif occidental, Suger souhaitait acheter des colonnes antiques à Rome. On le sait, dans tous les livres, une seule idée dominait, je cite, « les faire venir de Rome, car j'en avais vu dans le palais de Dioclétien, etc. » Il les trouva finalement miraculeusement dans les environs. Le diamètre original des colonnes du rond-point, qui repose ici sur ces éléments de la crypte, reprenait celui des colonnes carolingiennes conservées, peut-être trop sveltes, c'est pourquoi on les reprit 100 ans plus tard. Enfin, le corinthien utilisé pour les chapiteaux se situait probablement dans une continuité identitaire, mais j'en reparlerai. Enfin, je termine par un paradoxe qui doit nous faire réfléchir. Suger fait poser ici, sur le portail nord de sa façade, un tympan en mosaïque. Il souligne qu'il s'agit d'une nouveauté contraire à l'usage, novum contra iusum, que Panofsky, ou plutôt ses traducteurs, transforment en un oxymore, contrairement à la coutume moderne. Très bizarre. Ce que l'abbé considère comme une innovation est précisément inspiré de Rome et de la Rome de son temps. Ce pourrait être une modernité, mais seulement dans le sens médiéval du terme, car nous savons, nous, qu'il n'y a pas eu de postérité. Élargissant, on voit que, comme bien souvent, l'historicisme est moteur d'invention, tout comme le remploi est vecteur d'innovation. Le dossier de Canterbury est naturellement différent. Les deux sont liés par cette réputation de modernité, liée à l'invention de l'architecture gothique, si prégnante qu'on s'imagine que cela saute aux yeux des contemporains. Une analyse panofskienne aurait même dû surgir. Dans les deux textes d'appui, l'ensemble sugérien et la chronique de Gervaise, il existe aussi des points de convergence ponctuels assez significatifs, comme le statut supérieur accordé aux colonnes. Vous voyez ici les deux mots. Comme aussi l'accent mis sur l'exhumation d'anciens cultes, notamment ceux qui sont les plus politiques. Il y a donc ici aussi un chantier et un texte descriptif immédiatement postérieur, écrit par un contemporain et probable acteur. Je n'ai pas le temps de développer ce point. À la fin des années 1180, un membre de la communauté bénédictine de Canterbury, qui est un établissement double, Gervaise, qui y est moine depuis 11 ans environ, écrit un récit de la reconstruction de la cathédrale après l'incendie épouvantable de 1174. Catastrophe qui entame avec lyrisme et puissance évocatrice le texte du Tractatus de Combustione et Reparatione, sorte de prologue à une chronique de l'histoire anglaise qui s'étend de Henri Ier jusqu'à 1199. Comme le déroulement s'inspire des annales, année après année, pilier après pilier, et que les termes architecturaux semblent dépourvus d'ambiguïté, on a voulu voir là un exemple d'attention concrète à la matérialité d'un chantier. Ce n'est pas faux, il est vrai qu'on y trouve des précisions vérifiées par l'archéologie et que c'est un texte absolument unique, à condition de faire attention au système des extraits dans les publications. Ils ont été publiés tout d'abord, traduits par Robert Willis dès 1845. Nous avons le livre de Robert Willis dans la bibliothèque, j'en suis très fière, mais ça, je ne suis pour rien, dont la traduction interprétée pas à pas en regardant l'architecture a établi une sorte de charte chronologique. Puis ils ont été publiés par Mortet et Deschamps dans leur célèbre texte pour servir à l'histoire de l'architecture, mais en latin, comme il se doit de la part d'érudits français pour lesquels la traduction est une trahison. Un exemple. À partir du 5 septembre 1175, dit Gervaise, avant l'hiver, le maître érigea 4 piles, 2 de chaque côté, ce sont celles qui sont encadrées, et après que l'hiver fut passé, il y en avait une file de 3 de chaque côté. Sur ces piliers et au-dessus des murs extérieurs, il posa des arcs et des voûtes d'une manière appropriée, avec 3 clés de voûte de chaque côté. Qu'on accepte ou non la charte chronologique de Willis, l'édifice se trouve bien daté. Il est composé de 2 parties, une installée, celle-ci jusque-là, en récupérant les fondations et en s'installant sur une énorme crypte, en récupérant les fondations du chœur glorieux du prieur Conrad, de fait un allongement commencé dès l'époque de Saint Anselme,
sorte de long chevet à transept oriental dont la crypte avait été complètement préservée, et cela a été mis en service liturgique à Pâques 1180. Deuxième partie, édifiée plus à l'est, que l'on appelle Trinity Chapel, parce qu'elle enveloppe, dans une forme en double mandorle qui n'existe qu'à Canterbury, l'ancienne chapelle d'Axe carrée, la chapelle de la Trinité, qui est associée à l'épiscopat puis à la tombe de Thomas Becket, le tout terminé par une autre amplification, une chapelle-tour ou corona, célébrant à la fois la tonsure, corona, et le martyre, donc sa fonction épiscopale, enfin cléricale, et le martyre de Becket. Et là, on voit vraiment l'application à l'architecture d'une idée. Il faut en convenir. Il y a, comme à Saint-Denis, des traits indéniablement conservateurs, ici au sens littéral du terme, car l'étrangeté du plan tient au respect des fondations. Les changements de plan entre crypte et partie supérieure sont mineurs, ils résultent de casse-tête techniques et visuels, concordance entre les piles, etc. À des principes d'économie, quand on récupère les fondations, c'est toujours bien, s'ajoute que le chœur dit d'Anselme ou de Conrad, que nous voyons là dans l'interprétation de Robert Willis, avait fait la preuve d'une bonne adaptation à la liturgie pratiquée à Canterbury, et qu'il était considéré comme magnifique. Pour Guillaume de Malmesbury, rien de pareil ne pouvait se voir en Angleterre, tant pour l'éclat de ses verrières que pour la beauté de son pavement de marbre ou ses peintures aux couleurs variées, ce qui rend très douteuse la soi-disant réaction de l'archevêque Théobald en 1144 devant Saint-Denis. En tous les cas, cette longue pars orientalis du début du XIIe siècle est présente et même habilement dissimulée dans les structures gothiques nouvelles, si bien, entre autres exemples, que le répertoire des escaliers en vis qu'on voit dans tous les angles peut assez difficilement se répartir entre anciens et nouveaux. Même chose pour les registres d'arcature. Il y a d'autre part quelques remplois. Signalons aussi l'usage si particulier de faux marbre poli que l'on voit sur cette colonne-là, qui avaient été utilisés sur le site dès les années 1150, mais qui sont ici systématisés avec l'emploi à grande échelle de ce faux marbre, qui est le marbre dit de Purbeck, et qui s'associe ici avec le calcaire de Normandie. C'est franco-anglais dès le départ. Enfin, Peter Draper a souligné que l'usage particulier d'un décor de chevrons, que vous voyez là, et de billettes sur les ogives, pouvait aussi signifier la continuité par la citation du décor anglo-normand. Les polémiques concernant l'interprétation du texte de Gervaise se logent dans des domaines qui ne semblent pas directement toucher notre propos. Je l'ai dit quand même. On a pu s'interroger sur la réalité de l'ampleur du sinistre de 1174. Alors, on remet en question celui de Chartres, on remet en question celui de Canterbury. Il n'y a plus d'incendie au Moyen-Âge. Bon. Peter Kitson le compare à l'incendie du Reichstag en 1933, ce qui est quand même fort, et se demande pourquoi Gervaise aurait éprouvé le besoin de raconter en détail le départ du feu, son rythme, sinon pour ne pas laisser la place à une autre interprétation. L'importance des omissions, notamment dans un jeu politique très conflictuel avec l'archevêque, pourrait être une justification du projet architectural réalisé face à un contre-projet qui était un contre-projet de délocalisation. L'archevêque avait prévu de délocaliser dans les environs le chapitre de Chanoine. On s'approche davantage de la question de la modernité historiographique avec les débats concernant la succession de deux architectes. D'une part, Guillaume de Sens, qui resta paralysé à la suite de sa chute d'échafaudage, accident du travail non indemnisé bien sûr, puis Guillaume Langlais, qui sont deux architectes que Gervaise est le seul à mentionner. Car l'ensemble terminé en quelques 12 ans est censé représenter le premier exemple d'architecture gothique sur le sol anglais, et pour cela, la nationalité française du premier architecte est une aubaine. Je cite un auteur récent, « Le choix de Guillaume de Sens, un Français, assurait virtuellement l'adoption du nouveau style gothique. » Avec un paradoxe qui invite à réfléchir. Le corpus formel et les proportions adoptées allaient si souvent être reproduites, ou plutôt modulées, par exemple à Lincoln, dans le pays, qu'on y a vu une sorte de style national, alors même que Guillaume de Sens sut habilement reprendre
et interpréter des motifs anglo-normands familiers pour la communauté, qui était le commanditaire, mais inconnus de lui a priori, on retrouve très souvent cette adaptabilité des architectes au Moyen-Âge. Alors, exemple de trait pas du tout français, la coursière de clair étage, ici, le mur épais reste épais jusqu'au bout et jusqu'en haut, et il est dédoublé par une coursière de clair étage. Autre caractéristique, mais il y en a bien d'autres, une grande tribune non voûtée mais éclairée, on voit ici les baies de la tribune, qui donne le mot triforium en anglais qui n'a pas le même sens que triforium en français. Les proportions entre largeur et hauteur, etc. Tout cela est particulier à l'Angleterre. Du moins, c'est l'opinion d'une Française. J'ai remarqué que les historiens de l'art anglais étaient plus attentifs au caractère français que moi, je suis plus attentive au caractère anglais. Bref, c'est un architecte français qui a inventé ce que le gothique anglais a de plus particulier. Avant tout, et on est sûr de cette attribution, la fameuse pile à carrousel de colonnes, qui existe un tout petit peu en France, mais très très peu. Les discussions à ce sujet sur les formes ont connu des excès, précisément en rapport avec la place historiographique de Saint-Denis. Je vais utiliser le conditionnel dans tout ce paragraphe. Nous l'avons vu, Théobald, archevêque de Canterbury, présent à la consécration de Saint-Denis en 1144, avait dû, dit-on, être frappé par le caractère ridiculement démodé du chœur de Canterbury, pourtant consacré 14 ans auparavant. D'autre part, le choix de la modernité, nécessairement, estime-t-on, d'inspiration française, aurait pu être une conséquence des voyages de Thomas Becket, et particulièrement à Sens, où se trouvait le pape à un moment donné. Le patronyme de l'architecte autorise ce raccourci, qu'il reflète une vague origine familiale, de Sens, ou la formation sur le chantier de la cathédrale du lieu, qui était encore en construction. Seulement, il y aurait eu un compromis entre Guillaume et les conservateurs, les clercs du lieu. Et voilà pourquoi la modernité anglaise reste en dessous de la modernité française. Sic. En cas d'incendie, écrit-on aussi, en Angleterre, tout ce qui pouvait encore servir était préservé. En France, on ne gardait que ce qui était intact. Lit-on lors d'une comparaison entre Canterbury et Chartres, remarque d'ailleurs devenue complètement obsolète, en ce qui concerne Chartres, dont l'interprétation est en train de changer considérablement. Pour ne pas entrer dans ce débat, revenir à mon sujet, je vais brosser surtout les caractéristiques du texte de Gervaise par son articulation. J'espère que vous voyez bien. L'édition savante des Rerum Britannicarum, qui est postérieure à la traduction de Willis, bien sûr, comprend plus de 500 pages pour l'ensemble de la chronique, mais seule la première partie, le Tractatus, de 83 pages, concerne l'incendie et ses conséquences. Je vous ai mis en rouge ce qui est publié par Mortet et Deschamps. Je ne les accuse pas, c'était leur but, montrer l'architecture. Première chose, l'incendie, 3 pages, tout le monde reprend ces 3 pages. Deuxième étape, la décision douloureuse de reprendre la reconstruction depuis le sol, qui est un épisode intéressant parce qu'il y a débat. Troisième chose, une description de l'église dite de l'Enfant, la vieille église qui avait été construite à partir de 1069, More Romanorum, terme qui évidemment s'applique autant à l'aspect romain de la réforme introduite par les Normands qu'à la réalité architecturale. Cette description est entamée par un extrait du prédécesseur de Gervaise, Edmer le Chantre. Parce que l'auteur ne pouvait avoir connu le premier chevet, il le dit, le lecteur devra savoir, cependant, que je n'ai jamais vu le cœur de l'enfant, ni eu les moyens de le décrire. Ici, les différents temps de Christ Church se mélangent, car les lieux sont désignés déjà par les monuments commémoratifs du martyre de Thomas, ce qui permet une incise sur les miracles. Il y a en passant d'autres notations intéressantes, comme le rappel du rôle de Cuthbert de Canterbury pour obtenir du pape le droit de la libre sépulture du corps des archevêques dans la cathédrale et non plus extramuros, c'est-à-dire autour de 750. Ensuite, la progression des travaux de 1175 à 1180 avec l'accident de chantier, puis les cérémonies de réintégration de la communauté dans le chœur à Pâques 1180, en raison des exigences du clergé, grâce à une clôture provisoire de bois percée de vitraux installés entre les dernières colonnes. Le récit est considérablement étiré par la justification du transfert,
de nuit et en secret, des principales sépultures, dont celles des archevêques les plus récents, parfois déclarés opportunément non corrompus. On fait des saints nouveaux, Théobald précisément. Puis une récapitulation, une comparaison entre l'ancienne et la nouvelle Église, puis les travaux entre 1180 et en fait 1184, enfin le conflit de la communauté bénédictine avec le nouvel archevêque, Baldwin, consacré en 1181, qui va durer au moins 10 ans et qui va être très dur. Ce tableau est parlant. Inutile de souligner à quel point le chantier est inséré dans le temps propre de son Église, justifié par la miraculeuse conservation des reliques et cimenté tout autant par les sépultures, toutes rangées devant des autels spécifiques, comme autrefois les mêmes, et par une topographie cultuelle que par les murs proprement dits. On peut donc s'accorder pour cesser de considérer le récit comme exceptionnellement concret et spécifiquement consacré à l'architecture. D'ailleurs, l'auteur le dit lui-même, et bien que mon but ne soit pas de décrire le simple agencement des pierres, il est impossible de montrer clairement l'emplacement des saints et de leurs lieux de repos, situés dans des lieux divers de l'édifice, sans auparavant décrire le bâtiment lui-même. Je dois ici m'inspirer de Paul Binsky, qui a justement souligné que ce récit n'était pas plus moderne ou moins médiéval que les autres, révélant comme tout texte issu du clergé lettré une part de convention littéraire, les colonnes innombrables, de longues citations de ses prédécesseurs, une culture classique implicite, ainsi par l'existence sous-jacente, mais non explicitée, des 3 catégories vitruvéennes de firmitas, caractère qui manque aux vieilles piles, utilitas, pour le nouveau plan, venustas, pour l'effet général. Ajoutons l'émaillage par des expressions bibliques, telles que les lamentations de Jérémie, bien sûr, lors de l'incendie. Signalons également les métaphores, certes moins poussées que dans un autre texte extraordinaire, qui est la vie métrique d'Hugh de Lincoln, mais qui existe aussi. Je relèverai particulièrement le lieu commun du rôle de la clé de la voûte d'ogive. Et je pense que c'est pour ça que l'ogive a eu autant de succès, jusqu'au XVIIe siècle, compris. Rôle de la clé de la voûte d'ogive, qui est lui-même une paraphrase du rôle du Christ dans les Éphésiens. Je parle de clé pour l'ensemble de chaque ciborium, la voûte, car la clé installée au centre ferme et lie tout ce qui rayonne en elle. Ou encore, à la clé de ce baldaquin, j'ai traduit ciborium, semblait se réunir le transept et le chœur. Terminons en soulignant, ce qui est quand même très intéressant, ce qui, selon Gervaise, relève de l'ancien et du nouveau. Il faut maintenant établir les différences entre l'ancienne et la nouvelle construction. Les supports sont identiques en forme et en diamètre, mais différents en taille, car les nouveaux sont allongés de presque 12 pieds. Le traitement des anciens chapiteaux était simple, planum, alors que les nouveaux sont subtilement sculptés. Ce n'est pas tout à fait vrai. Autour du chœur, il y avait 22 piliers, mais maintenant 28. Jadis, les arcs et toutes les parties constituantes étaient simples, non traités au ciseau. Maintenant, tout est soigneusement sculpté. Jadis, on n'utilisait pas de colonnettes de marbre, maintenant elles sont innombrables. Autrefois, dans le déambulatoire, il y avait des voûtes simples, maintenant on trouve des ogives et des clés de voûte. Jadis, le ogive est de moi, évidemment. Jadis s'élevait un mur séparant le transept du chœur. Maintenant, les bras ne sont délimités par aucune cloison, mais apparaissent convergés à la clé installée au milieu de la grande voûte. Comme par hasard, c'est de là qu'est tombé Guillaume de Sens. Elle-même portée par les 4 supports principaux. Jadis, il y avait un beau plafond peint, maintenant une voûte parfaitement construite en pierre et tuffeau léger. Jadis, il y avait un seul passage mural, ce mot de triforium qui est très passe-partout. Maintenant, il y en a 2 dans le vaisseau du chœur et un 3e dans les bas-côtés. Pour tout cela, il vaut mieux essayer d'observer soi-même qu'entendre par une description. C'est ce que je pourrais vous dire aussi. Je vous présente telle église, mais allez voir vous-même. Il est légitime d'être un peu déçu par tant de platitudes. Moi, je ne pense pas que cette description soit particulièrement brillante ou empreinte d'un véritable esprit antiquaire. Enrichissement, hauteur, pas d'exaltation de la prouesse technique, pas non plus de mise en valeur systématique de l'écho de Rome, alors qu'il faudrait relever des colonnes spiralées à l'autel de la Vierge, la conservation de ces colonnes, l'usage de l'onyx dans le cloître, l'opus alexandrinum du sol, tout cela dès le XIIe siècle est pérennisé dans la nouvelle construction.
Troisième chapitre, ce chapitre pourrait être établi sur des monuments en place ou disparus qui me tiennent particulièrement à cœur. Je pourrais analyser donc d'autres exemples que ceux que j'ai pris. Par exemple, le chevet de Clairvaux, étagé de façon complexe et lumineuse, qui a tout à fait sa place dans le premier gothique, une place majeure. Ou encore la nef rénovée de Saint-Martin de Tours, 1175, qui anticipe celle de la cathédrale de Bourges, plus qu'elle n'imite celle de Cluny, ou la partie orientale de Saint-Lomé de Blois, avant 1186, qui est loin d'être un succédané de Chartres, puisqu'elle lui est antérieure. Je vais me limiter à 2 exemples et en développant davantage celui-ci. La façade de Saint-Remy de Reims. Contemporaine de Canterbury, la façade de Saint-Remy de Reims, pour laquelle j'utiliserai exprès le plus souvent possible des clichés antérieurs au bombardement de 1914, vous comprenez pourquoi, bien que ce soit toujours beau et intéressant, est une invention exceptionnelle, admirable et même inédite, donc révolutionnaire. Mais elle n'est pas moderne dans la mesure où ce caractère ne peut être attribué que quand il y a descendance et réinterprétation. Un peu comme la mosaïque de Saint-Denis, elle puise une part de sa modernitas à l'Antiquité, mais son analyse montre plus d'habileté. Les strates du passé particulier à l'établissement sont subtilement tissées par l'agencement des motifs, lesquels permettent de remonter à Saint-Pierre. L'abbé Pierre de Selles, un ami du prieur de Canterbury et un ancien secrétaire de Théobald, que l'on considère comme un religieux conservateur, tant sur le plan politique que théologique, est nommé en 1162. J'ai mis l'accent hier sur cette prodigieuse génération de 1162. Il entreprend de rénover son abbatiale comme sujet en l'embellissant par les 2 extrémités. Lui aussi aurait commencé par l'entrée monumentale avant de reprendre le chevet. Lui aussi aurait été influencé par Hugues de Saint-Victor et aurait souhaité marier l'idéal ascétique avec des exigences se rapportant à la lumière et l'harmonie. Lui aussi a écrit des traités avec des métaphores, laissant croire que les œuvres architecturales commandées, nécessairement gothiques pour cette raison, étaient l'expression ou la réalisation concrète d'une idée théologique ou symbolique. Une source de nature épistolaire l'assure, on utilise plutôt ces lettres pour le chantier. Nous entreprenons de construire notre noble église tant à l'entrée, in fronte, qu'au chevet, lequel n'est pas conforme à son importance. Pierre de Selles devient évêque de Chartres en 1180, à la mort de son autre ami, Jean de Salisbury, si souvent évoqué ici, mais il reviendra consacrer des autels en 1181 ou 1182, peu avant sa mort. La création de la façade elle-même prit la suite d'autres embellissements, bâtiments monastiques, peut-être vitraux, et probablement précéda la magnifique création de ce chevet en forme de mausolée de Saint-Remy, sans doute plus extraordinaire que celui de Saint-Denis, surtout plus pérenne. La création de la façade, sans nul doute, ainsi que les autres aménagements, respectèrent un arrangement mobilier très riche et très théâtral, fait de sépultures célèbres, les arrangements des souverains carolingiens avec les archevêques de Reims et célèbre Hincmar, entre autres. Ceci datant de la génération antérieure, vers 1130. Et puis aussi la fameuse couronne de lumière, qui est probablement l'objet que Bernard de Clairvaux a stigmatisé. Le passé n'était pas le même qu'à Saint-Denis. L'époque carolingienne y était fondamentale, dans le mobilier et les arrangements funéraires, mais architecturalement, l'image existante à l'époque de Pierre de Selles était celle de l'église dédicacée en 1049 par le pape. Un monument immense et ambitieux, de type impérial, réutilisant lui-même explicitement, dit-on dans un très célèbre texte, d'utiles fondations plus anciennes. Cette œuvre devait donner l'image d'une noblesse qui n'est pas qu'une image littéraire, comme on le voit dans le même texte, car l'abbé d'alors dut se résigner, est-il écrit explicitement, à utiliser des moellons plutôt que la noble pierre de taille pour aller plus vite. Dans le chantier qui s'ouvre vers 1165-1170 à l'ouest, la première attention au passé et la récupération, détournée vers d'autres fins expressives, de 2 éléments essentiels de cette église de 1049. D'une part, l'étagement à vaste tribune, donc l'étagement de 1049, est conservé. Les arcs plein cintre sur leurs piles
et les tribunes. Et on prolonge par des tribunes gothiques en reprenant seulement les parties supérieures. Ce collage se voit très bien dans les piles qui sont photographiées pendant juste après la guerre. Les guerres ont parfois du bon, hein, on a pu déshabiller un peu les piles. Voici les piles de 1049 et voici ce qu'on a ajouté en 1165. J'ai toujours rêvé d'amener mes étudiants à Saint-Remy, c'est extraordinairement pédagogique. Les piles de jonction sont donc augmentées. Autre motif récupéré, les 2 frêles tours d'escalier, motif germanique s'il en fut, qui ne sont ni intégrés comme en Normandie, ou dans le répertoire gothique en général, ni exilés hors œuvre comme à Poitiers ou en Angleterre. Elles sont réutilisées pour leur fonction dans les circulations, mais aussi pour leur rôle dans la conception de la silhouette. On voit ici qu'elles sont enveloppées. Là se trouve la pile que vous avez en face. L'architecte tourna donc le dos avec audace à la solution du massif à 2 tours avec volumes intégrés sur le thème d'une façade dite harmonique, celle-là même de Saint-Denis, qui recevra ses plus belles applications, bien opposées dans leurs moyens et effets, à Laon, qui est une façade très plastique, et à Paris, qui est au contraire une façade très géométrique. Mais il tourna le dos aussi à la solution du triple portail sculpté, si commun et si répété alors. Il se prononça pourtant pour une composition digne du mythe du temple de Salomon et qui initialement était théâtralisée par des emmarchements plus nombreux qu'aujourd'hui encore. Davantage qu'à Saint-Denis, et tout autant que dans le transept de Noyon, mais qui a une forme circulaire, donc le problème n'était pas le même, si souvent et justement apprécié, les éléments de l'articulation sont détachés de la paroi. À l'intérieur, le mur, d'une plasticité remarquable, est allégé par des passages muraux, des sortes de loges aplaties ou des sortes de loggias. Vous voyez ici les passages. C'est le mur mince, le mur aminci du gothique à la française. Cela relie les tribunes, donc c'est une invention qui profite de la conservation des tribunes. Il est vrai que les niveaux supérieurs sont trahis maintenant, mais ce revers de façade témoigne à la fois de la virtuosité des exécutants et des meilleures solutions de l'époque pour faire entrer à la fois la lumière, la paroi étant devenue une sorte de membrane qui la fait vibrer, ce qui est très rare pour un revers de façade. Il y aura des expressions semblables à la façade de la cathédrale de Wells. À l'extérieur, il faut plus encore par la pensée tenir compte des reprises du XVIIIe siècle, ce qui prouve d'ailleurs qu'associer ancien et nouveau pouvait entraîner une grande fragilité, parce que la façade était en mauvais état. Au XVIIIe siècle, en gros, puisque ça a commencé au XVIIe, il y a eu reconstruction de la tour nord, invention du pignon, réduction du diamètre de la rose, et ces modifications ont été accentuées au milieu du XIXe siècle, notamment par la suppression de certains passages muraux. La façade était donc, à l'origine, encore plus étrange que maintenant. On voit bien que les 2 tours grêles ne sont que des tours d'escalier, ce qui sacrifie à une mode à consonance carolingienne. Surtout, la composition et l'iconographie des 2 premiers niveaux, parfaitement authentiques, sont à la fois simples et suffisantes, et on a pu se passer de reliefs sculptés comme clé de lecture. Seuls les montants des portes, ces chapiteaux-là, sont historiés. Tout cela est réalisé au sein d'une géométrie rigoureuse, pourvue de décrochements si discrets qu'ils ont pu être annulés à l'intérieur. Alors, ce que l'on voit tout d'abord, c'est 2 colonnes antiques qui cantonnent la porte et qui annoncent les références les plus hautes, évidemment. On y pense. Elles portent 2 statues seulement, mais très hautes, qui mesurent 1,80 m chacune. Saint-Remy comme il se doit, c'est son mausolée. Saint-Pierre, qui exalte la mission des évêques en général et celle de tous les archevêques de façon implicite, de Remy en particulier, et de l'abbé Pierre de Celles aussi par homonymie. Attardons-nous sur le thème des colonnes, ici à l'intérieur, avec 3 remarques. Premièrement, la sculpture des chapiteaux propose des acanthes,
caractéristique de cette époque et tout à fait remarquable, autant que celle de Canterbury ou de Blois. Mais ces sculptures néo-corinthiennes s'inscrivent ici à la suite d'une série suivie depuis des siècles dans l'édifice. Le corinthien évoque donc l'Antiquité, mais une Antiquité propre à ce monument-là. Alors, on a trouvé ceci en fouille. Ce chapiteau qui ressemble beaucoup à ce que nous avons vu au baptistère Saint-Jean est probablement un remploi dans l'église de 1049. Ça, c'est 1049, les stucs de la tribune, 1049 également, et 1165 dans la jonction et au revers de la façade. Au point que, d'ailleurs, parfois, on ajoute au feuillage gothique la citation précise des motifs d'Atlante, qui sont encore plus spécifiques. Il y a donc une longue chaîne entre les chapiteaux des tribunes de 1049 et les chapiteaux du chevet de 1170. Le front extérieur, je reprends le terme de Pierre de Selles, propose une hiérarchie à la fois géométrique et décorative. Les deux colonnes qui portent les statues sont lisses, ces deux colonnes-là. Celle qui isole le triplet, c'est-à-dire celle-ci, et qui monte plus haut, celle-là et celle-là, sont des colonnes cannelées, donc encore plus antiquisantes, et les renforts latéraux le sont encore plus, puisqu'il s'agit de pilastres cannelés. Ce motif antiquisant qui était effectivement très fréquent dans la ville de Reims à cette époque, qui était pleine de vestiges antiques, sont même répétés, curieusement, dans des endroits moins voyants, comme ici, dans ces deux cas, la réception des arcs-boutants, toujours à l'ouest, à la fois corinthiens et colonnes cannelées. Et ces colonnes cannelées antiquisantes ne font qu'annoncer, mais comme bien souvent, on connaît le phénomène, c'est aussi le cas au baptistère Saint-Jean, mais c'est le cas à Saint-Pierre de Montmartre, nous l'avons vu, les colonnes majeures qui annoncent le chœur ou qui sont à côté de l'autel, cela dépend des cas. Ici, on voit les colonnes de 1049, colonnes cannelées, qui sont à l'angle de la croisée du transept. Donc ces accents antiquisants installés par couple annoncent la paire majeure, et elle est fréquente. Devant Saint-Remy, on mesure d'une part qu'un architecte avait bien des moyens expressifs différents pour exprimer la fonction anagogique de l'architecture chrétienne, d'autre part qu'il pouvait imaginer des solutions inédites pour relier l'ancien et le nouveau, enfin que le réinvestissement d'un double passé, mythique et carolingien, pouvait prendre des formes singulières. L'invention architecturale à Saint-Remy nourrit encore un dossier un peu classique, qui est celui du premier gothique à la française, le premier gothique à mur mince, qui n'est qu'un des premiers gothiques. Mais là, c'est un petit peu ma classification. En tous les cas, il n'éclaire nullement un autre groupe, bien plus nombreux et plus divers, celui des premiers gothiques à mur épais. Alors, je prendrai, mais plus rapidement, un dernier exemple, un peu par provocation. Dernier exemple, donc je peux résumer l'analyse, puisque vous l'avez tous en tête, qui me permet de revenir à mon point de départ en élaborant perfidement une sorte de contre-discours par rapport à Saint-Denis. L'architecture de la cathédrale de Poitiers est révolutionnaire, surtout en pensant aux formes jusque-là usitées dans la région. Certes, le tissage du passé n'est pas aussi explicite que dans les autres cas. Tout au plus, doit-on signaler par rapport au passé roman la pérennité du système voûte sur pile ou voûte sur arc dont je vous ai parlé dès Notre-Dame-la-Grande, ou celle du système des piles composées à demi-colonne, à l'inverse des autres grandes solutions du premier gothique. Ce système est détourné pour porter les cellules creuses et modulaires qui sont la clé de la composition. Une fois de plus, les chapiteaux corinthiens s'imposent, ou néo-corinthiens s'imposent en excluant tout discours. Mais c'est un néo-corinthien qui n'a aucun rapport avec les antécédents romans régionaux ici. Alors peut-être un tout petit peu avec le baptistère. J'y ai pensé seulement hier. Et la sculpture des chapiteaux est visiblement importée plutôt des pays de la Loire et de la région de Chartres. Il est possible toutefois que le chevet plat, qui n'a pas alors encore de modèle de cette taille, quoi qu'on en ait dit, reprenne un trait spécifique des cathédrales du Haut-Moyen-Âge, celles qui étaient plus proches du baptistère. C'est une des hypothèses de Brigitte Camus. Mais pour l'essentiel, Saint-Pierre de Poitiers relève d'une rupture totale avec le passé,
d'une singularité absolue en ce qui concerne l'agencement des volumes et leur définition par la lumière. Ces 6 travées orientales, élevées entre les années 1150 et 1167, sont issues d'un projet architectural au sens fort du terme, c'est-à-dire d'une programmation totale. Pour une fois, on ne peut absolument pas suspecter, comme on le fait trop souvent, que ces fondations ou ces premières assises étaient faites pour composer un autre type de structure ou de voûte. Et puis, en cours de chantier, on se prononce pour telle ou telle finition. Si cette cathédrale n'est pas moderne, c'est qu'elle n'a aucune suite. Seul l'avenir portant la définition. Je voudrais surtout revenir aux commentaires concernant Saint-Denis, fermant la boucle en quelque sorte. Car il me semble qu'on pourrait aussi mener à Poitiers de brillantes démonstrations sur la façon dont les choses visibles conduisent à l'invisible, sur l'application de la fameuse lux una, ou lux continua, sur l'unification de l'espace, sur l'unification de la lumière, sur la valeur trinitaire des compositions, 3 vaisseaux d'égale hauteur, un triplet de B. D'ailleurs, un triplet de B est plus immédiatement parlant et plus chargé de symboles que la structure. La question de l'anachronisme réside là, à mon avis, dans la place que nous accordons, nous, maintenant, et particulièrement les historiens de l'art, à la question de la structure. 3 ou 4 étages, des arcs-boutants, pas d'arcs-boutants, une structure d'église halle, etc. Alors qu'on serait sans doute bien plus près de l'horizon de la compréhension médiévale, évoqué par André Asper, avec un décryptage des motifs plutôt qu'un décryptage des structures. Je ferme la parenthèse. Rappelons que la dite métaphysique de la lumière se trouve aussi chez Gilbert de la Porrée, qu'on a évoqué aussi au cours de ce colloque, évêque de Poitiers jusqu'à 1154, et qui, comme chacun sait, était loin d'être proche de sujet, mais qui est régulièrement convoqué pour la naissance de la scolastique. La cathédrale de Poitiers est entreprise avant 1162, c'est-à-dire avant Saint-Remy, et avant la vague de nominations d'hommes brillants qui caractérise cette date. Elle n'est donc pas, comme Saint-Remy, à mettre au crédit de l'homme qui est arrivé en 1162 dans le même réseau, l'évêque Jean. Que n'aurait-on pas écrit si cela avait été le cas? Nous sommes plusieurs à penser que l'épiscopat de Gilbert de la Porrée n'est pas complètement étranger au projet. Je sais qu'il y a dans la salle des contradicteurs. Mais pour 2 raisons toutes bêtes et toutes matérielles. D'une part, parce qu'il a d'abord réorganisé le quartier canonial, qui est la condition sine qua non dans tous les chantiers de cathédrale. D'autre part, tout simplement en comptant à rebours à partir de la pose des voûtes en 1167, ce qui ne nous amène guère que vers 1155. Ça se discute. Mais nous n'avons jamais osé, ici, sur place, avancer que le projet devait être porrétain, en établissant une correspondance entre les écrits théologiques et leur possible matérialisation dans l'architecture. Et je ne le ferai évidemment pas. En bref, il ne convient pas de séparer le corpus dit roman du premier gothique pour ce qui concerne le réinvestissement du passé. Qu'il s'agisse d'art dit roman ou de premier gothique, il faut s'attacher à un certain nombre d'informations données par le monument lui-même, tant sur la question de la modernité, enfin de l'invention, que sur celle de la récupération du passé. En ce qui concerne ce dernier point, qui touche plus étroitement au sujet du colloque, les procédés ne sont évidemment pas spécifiques à l'art de la construction. On pourrait trouver l'équivalent dans la littérature ou ailleurs. Ainsi, premièrement, on peut parler d'interprétation large de la romanité, à laquelle j'appliquerai volontiers la formule d'Alain Dierkens qui parle d'un passé désincarné, utilisé seulement comme référence idéologique, lointaine, mais fondamentale, comme syntaxe pure. Deuxièmement, les remplois de petits morceaux de l'édifice antérieur restent significatifs. Aux colonnes de Saint-Remy, aux colonnettes mérovingiennes, mais on ne voit pas bien, certaines de ces colonnettes sont d'époque mérovingienne, réinsérées dans le triforium de Saint-Germain-des-Prés, il faudrait ajouter bien des exemples. Troisièmement, certains autres motifs rappellent l'édifice antérieur du même site et celui-là seulement. Il faut bien avoir présent à l'esprit que l'autorité du passé est une force active, qu'il y a toujours sélection des motifs du passé choisi, et que cette sélection n'est jamais la même d'un lieu à l'autre en fonction du caractère opératoire des éléments en question, bref, d'une stratégie. C'est que l'architecture participe pleinement, comme j'ai pu le démontrer ailleurs, et tout comme la géographie ou d'autres créations,
à la reconstruction, voire à l'invention de la mémoire des origines des établissements ecclésiastiques. Tout cela est bien beau, mais à la fin de mon discours sur le discours de l'architecture, de nombreuses voix devraient s'élever. Mais alors, que faites-vous de l'aspect proprement technique de l'évolution, voire de la révolution gothique, et notamment de l'ogive? Comme on l'a dit maintes fois, l'histoire de l'architecture médiévale est animée en France par un mouvement de balancier entre des phases rationalistes et positives, assimilant l'architecture à un ensemble de problèmes techniques, et par des phases relevant de l'iconologie. Comme vous en doutez, j'essaie de me situer entre les deux. Pour le volet technique, notons que jamais ni Suger ni Gervaise ne soulignent l'intérêt statique du voûtement nervuré. C'est pourtant ce que prétendent certains en s'appuyant sur le passage de l'abbé qui raconte que la tempête menaçait des arcs et des voûtes qui n'étaient pas retenus entre eux, ni par la couverture, ni par les échafaudages. Passage dont l'interprétation concrète est plus que douteuse. Je suis convaincue que la voûte d'ogive, au singulier, n'existe pas. Tant sa géométrie, ses principes, son épaisseur, ses matériaux, ses techniques de mise en place sont diverses. Cette voûte mince, plus ou moins nervurée, plus ou moins bombée, plus ou moins articulée, s'applique à tout type de structure architectonique sous-jacente, ancienne ou nouvelle, qu'elle ne suffit donc pas à révolutionner dans un sens univoque. Comment pourrait-on envisager que cette technique ait été transportée d'un lieu à l'autre comme un vecteur de la modernité, alors qu'il n'existe aucun exemple où elle ne soit pas adaptée au savoir-faire propre, aux matériaux propres, voire à une expressivité à chaque fois singulière? Je donne ici les exemples de Saint-Denis, de Cantabrie, la première voûte posée, bien entendu, dès 1175, de Poitiers, et je donne deux autres exemples plus provinciaux. L'exemple d'une voûte bombée mi-partie, qui a été commencée en briquettes de calcaire, ici, puis continuée en briques, probablement pour répondre au souci d'éviter le coffrage que l'on faisait souvent à partir du tiers inférieur de la voûte. Et un autre exemple de voûte non bombée en briques, mais j'aurais pu en donner un millier. Parfaitement conscients de son caractère insatisfaisant ou inopérant, certains ont remplacé la révolution de la voûte d'ogive par d'autres types de mutations techniques. Ainsi, l'usage de gabarit ou patron, en remarquant que Gervaise fut le premier à en parler, il parle des formes dessinées par Guillaume de Sens. Mais ce n'est pas une preuve du premier usage de la chose. Voici une des représentations des gabarits qui pendent au plafond de la loge. Là, il y a un compas, mais là, ce sont des gabarits, ici et ici. Des sections de voûte d'ogive, probablement, que l'on voit dans le vitrail de Saint-Chiron, qui est cher à Edina Bozoki, à Chartres. Mais on pourrait tout aussi bien parler, en matière de mutation technique ou d'invention, des grandes charpentes faites de chevrons portant ferme, dont on a démontré qu'elles prenaient une plus grande part à une révolution des systèmes statiques que la voûte de pierre ou les arcs-boutants, ou encore des systèmes de levage, ou bien du rôle des joints de plomb coulés entre les tambours de colonnes. La préfabrication des pièces grâce à des patrons ou gabarits, ainsi que la standardisation d'éléments essentiels comme les tas de charges. C'est un mot magnifique, c'est le seul mot français qui n'est jamais ni latinisé, ni traduit dans le vocabulaire médiéval. Tas de charges. Donc, les gabarits et les tas de charges portent une mutation technique qu'on ne saurait minorer. Est-ce à dire que la vraie modernité doit être décalée dans le temps pour coïncider non avec le premier gothique, mais avec l'art rayonnant à partir des années 1230 ? Vaste question qui n'est plus la même, mais dont l'approche ne serait sans doute pas moins délicate. Car alors s'ajoute un autre écueil historiographique. Il y a une regrettable confusion entre art des cathédrales et art de la construction religieuse, ce qui permet une image fragmentaire convenant mieux à la perception, je cite, de l'évolution obstinément cohérente de l'architecture du premier gothique et du gothique classique. Mais cette regrettable confusion ne rend justice ni aux commanditaires, ni aux architectes, ni à cette si belle époque. Je vous remercie.
merci beaucoup, c'était tout à fait magnifique et donc il faudrait souligner aussi, donc c'est une synthèse admirable donc entre d'abord l'observation sur le terrain et c'est vraiment une qualité extraordinaire de notre collègue. Ensuite, la connaissance et l'exégèse des textes, ce n'est pas juste une lecture superficielle et de là, elle conceptualise, mais pas trop, justement, parce qu'elle elle souligne toujours la particularité de chaque édifice et c'est toujours basé absolument sur l'observation directe. Voilà, alors donc je remercie beaucoup, je te remercie beaucoup. Maintenant, donc je demande s'il y a, oui, s'il y a des questions. Voilà, Sébastien. Vous venez de montrer, si cela était encore nécessaire, que tant par les citations que par le respect des formes anciennes, les édifices du premier gothique ne sont en aucun cas en rupture avec ce qui a précédé. L'innovation architecturale est également au cœur de cette période. Le premier gothique, comme je pense tous les styles du Moyen-Âge, sont un complexe mélange entre les formes antérieures et les formes nouvelles, comme en témoigne la phrase de l'abbé Sugère de Saint-Denis. Ma question est la suivante. Les hommes du XIIe siècle mettaient-ils en avant les citations et le respect des formes anciennes, se plaçant ainsi comme des nains sur des épaules de géants? Au contraire, pensaient-ils que les innovations primaient, autrement dit des géants sur des épaules de nains? Ou alors, plaçaient-ils sur un pied d'égalité antériorisme et innovation, donc des géants sur des épaules de géants? On a beaucoup parlé hier de géants sur des épaules de géants, parce qu'effectivement, on va beaucoup plus loin et la part de l'invention est capitale. Mais que pensaient-ils eux-mêmes? C'est tout l'objet de notre tâtonnement, de notre recherche, et c'est pour ça qu'on essaie de mettre ensemble un éventail de présomptions, d'indices, mais ça ne va pas plus loin que des indices. Et je pense que la question leur paraîtrait assez absurde, de même que dans les textes, ils n'ouvrent pas les guillemets, on l'a dit aussi. C'est la même chose, mais je pense qu'il travaillait avec un système de mémoire et de regard qui n'est pas le nôtre. Et par exemple, lorsque j'ai étudié l'architecture cistercienne, j'ai bien vu qu'il y avait des accents cisterciens que sans doute seuls les contemporains pouvaient estimer être des signatures. C'est-à-dire que quand ils étaient là, concrètement, ils savaient qu'ils étaient chez les cisterciens. Et ce n'était pas à cause des grandes structures, des chevets plats, du chevet bernardin, etc. Donc il faut faire très très attention, mais notre travail c'est aussi de chasser l'anachronisme en sachant qu'on ne pourra pas le faire. Je reviens vers les reliques aussi quand même. Il y a une innovation pour la présentation des reliques par Sugère, mais c'est tout à fait hors sujet, mais c'est quand même important aussi quand on fait ensuite une synthèse sur Saint-Denis, mais ce n'était absolument pas le but. Mais voilà. Oui, mais alors la nouvelle présentation des reliques, d'abord, c'est un peu compliqué, parce que quand il parle des passages dans lesquels il fallait ramper, etc., c'est qu'il veut bien qu'on se souvienne aussi de la difficulté de cet emplacement. Mais ça ne se place que dans une longue filiation, ça, la présentation des reliques. On l'a fait, justement, on l'a fait à Reims avant, entre autres. Merci beaucoup, madame, et pour cette exposition, et aussi pour l'exposition de hier du baptistère et de la cathédrale. Je vais vous poser une question tout à fait, disons, d'ignorant, parce que votre exposition a été une vraie leçon pour moi. Je ne fais pas partie de la famille des historiens de l'art et des architectes, des historiens de l'architecture. Je vous ai entendu parler de l'art de la mémoire qui était impliqué dans la construction, dans la conception, dans l'agencement des formes à travers le temps. Et j'ai pensé aux références communes qu'on pourrait avoir en ce qui concerne l'orthopraxie des formes, l'orthopraxie de la mémoire telle qu'elle était évoquée par Mary Carruthers dans son ouvrage Machina Memorialis. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est quelque chose que j'intègre et auquel j'essaie de penser. Je vais rajouter encore une chose, mais c'est un oubli. Tout à l'heure dans la présentation, j'ai oublié effectivement la monographie sur la
cathédrale de Tours de Claude Andro-Schmitt qui vient de paraître, bon, il y a un an presque déjà, aux éditions Geste Édition. Et voilà. Et autre chose, apparemment, on a oublié la fiche de curriculum vitae de Claude Andro. Je ne sais pas pourquoi, mais sur le site du CSIM, par contre, vous avez toujours nos bibliographies, donc vous pouvez trouver, mais peut-être on va retrouver encore cette fiche et on va vous distribuer. Voilà, merci.